procès d'Émile Louis, où justement on a eu l'occasion de mieux se connaître, Pierre. Et je voudrais revenir sur ces souvenirs parce que ce procès a été emblématique à plus d'un titre pour les questions qu'on va aborder aujourd'hui. Et j'ai notamment en souvenir, lors de ce procès, il y a quelques points qui m'ont marqué mais qui ont aussi des liens avec ce dont on va parler, notamment cet officier de gendarmerie au moment du procès qui raconte les aveux d'Émile Louis à la fameuse brigade de gendarmerie, et Émile Louis qui arrive avec un code pénal en disant de toute manière les faits sont prescrits, donc je vais passer à l'acte. La prescription pénale, c'est un sujet qu'on va aborder qui souvent protège davantage les prédateurs de son espèce que les victimes. Heureusement, un heureux soit transmis lui a donné tort, et vous connaissez la suite, il est condamné à la perpétuité par 2 fois. J'ai aussi en souvenir des témoins de la DAS, des ex-enfants de la DAS, on disait à l'époque la DAS, qui à la barre disaient on ne nous appelait pas par nos prénoms, on nous appelait par nos matricules. Et cette petite anecdote montre à quel point on avait affaire à des personnes qui étaient oubliées. Et il a fallu un grand homme, un grand héros, un super-héros comme Pierre pour réunir toutes ces personnes. Et c'est un élément aussi qui aide à comprendre pourquoi elles ont été négligées pendant des années par la justice, pourquoi il y a eu la défaillance des services sociaux. Et puis aussi, ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui, à savoir que les personnes handicapées sont toujours, porteuses de handicap, sont toujours énormément victimes de violences sexuelles, peu prises en compte, et surtout dans les procédures judiciaires encore plus que les autres. Sinon, j'ai aussi en mémoire, enfin, une dernière image, c'est les familles des victimes qui, à l'énoncé du verdict, ont éclaté en sanglots, parce que c'était quand même 30 ans après les faits, 30 ans de souffrance, 30 ans de négligence, et ce qui montre aussi qu'un procès tardif est possible et peut être très fort et emblématique. Alors, en ce qui me concerne, j'ai couvert cette histoire en tant que journaliste à une époque où les souvenirs des viols que j'ai subis, que je vais vous raconter, n'avaient pas encore ressurgi. Et pourtant, cette histoire, les victimes, résonnait énormément en moi. Je me rappelle que j'ai passé 3 semaines quasiment sans dormir, complètement envahie par cette histoire et par ses souffrances. Et Pierre, je te remercie vraiment de me donner l'occasion justement parce que quand on est victime de viol et qu'on a une amnésie traumatique, comme je l'ai subi, il y a tout un pan de sa vie qu'on passe de façon en pointillé, en fait, comme Muriel Salmona dit souvent, comme à côté de sa vie. Voilà. Et finalement, symboliquement, aujourd'hui, tu m'offres l'occasion de recoller les morceaux. C'est-à-dire, j'étais journaliste, mais cette affaire Louis m'a prise tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'il a été arrêté, j'ai, comme tu l'as dit, recherché tout de suite les anciens procureurs. Je voulais avoir des réponses. Je voulais avoir des réponses aux questions qu'on se posait. Pourquoi ces femmes avaient été oubliées? Et inconsciemment, je ne savais pas qu'en fait, à travers ces jeunes filles oubliées, c'était aussi mon enfant intérieur oublié que je recherchais. Et 5 ans plus tard, a eu lieu la résurgence de mes souvenirs. Et j'ai compris à ce moment-là, ce que je vais vous raconter par la suite, à quel point l'affaire d'Émile Louis avait en fait inconsciemment résonné à l'intérieur de mon histoire. Donc quelques mots rapidement sur mon parcours. J'ai 47 ans, je suis journaliste et présidente de l'association Moi aussi Amnésie, qui est la première association en France qui réunit les victimes d'amnésie traumatique suite à des violences sexuelles. Donc moi j'ai été violée en 1977 à l'âge de 5 ans par un cousin éloigné qui avait 39 ans, de façon extrêmement brutale, et ces souvenirs sont tombés dans les oubliettes de mon inconscient pendant 32 ans. 32 ans d'amnésie traumatique. Donc c'est un mécanisme que je vais laisser la docteure Salmona expliquer, mais rapidement pour ceux qui ne connaissent pas ce mécanisme, c'est un mécanisme neurologique qui fait que quand un enfant
et confronté à un stress trop énorme tel qu'un viol, va évacuer le souvenir qui peut rester enfoui toute la vie ou alors ressurgir 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans après les faits. Et il y a entre 40 et 60% des victimes de violences sexuelles dans leur minorité qui sont concernées par ce mécanisme. Alors, rapidement, moi, c'est au hasard d'une rencontre professionnelle que la boîte de Pandore a commencé à s'ouvrir. J'ai rencontré de façon anodine dans un cadre professionnel une collègue. Plus tard, je saurais qu'en fait, cette collègue avait été opérée à cœur ouvert à 5 ans et qu'elle était elle-même en amnésie traumatique. Et nos deux histoires se sont entrechoquées. À partir de cette rencontre, des souvenirs extrêmement précis de mon enfance, auxquels je n'avais pas pensé depuis une trentaine d'années, sont remontés, ont ressurgi, comme si j'avais une caméra à la main et que je voyais le moindre détail, comme si je revivais tout, mais telle une boîte noire. C'est-à-dire que je revivais des scènes dans le parc de mon école, avec des billes, des hélices, des calots, des agates. Je revivais des scènes à la cantine avec une jeune femme qui me servait des coquillettes. Donc je revivais, comme au cinéma, des souvenirs extrêmement précis de mon enfance, dont je vérifiais la réalité auprès de mes amis qui étaient complètement hallucinés, que je me rappelais de tant de détails. C'est-à-dire que tout ressurgissait comme un vieux grenier où vous retrouvez tous vos vieux jouets. Et j'ai cru perdre le pédale. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, donc j'ai continué à travailler. À l'époque, j'étais journaliste à Grenoble. Et dans le cadre, je m'en suis rappelé hier, d'une autre affaire de disparus, les disparus d'Isère, Metz-Seban, et voilà. Ah, il est là. Voilà, dans le cadre d'une autre affaire de disparus, les disparus d'Isère, c'est une affaire aussi d'enfants, de meurtres et de disparitions non résolues, j'ai rencontré un officier de gendarmerie qui, en pensant à une victime qui avait été laissée pour morte, parce qu'ils essayaient de regrouper plusieurs affaires non résolues, et donc ils voulaient faire des points communs. Et dans le cadre d'une des affaires qui avait été une victime laissée pour morte, c'est un homme en l'occurrence, il s'était dit que tiens, peut-être, si on interrogeait cette personne sous hypnose, on apprendrait des choses, mais l'hypnose n'est pas reconnue par la justice française, donc il a évacué ça d'un revers de manche. Et moi, à cette époque, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je savais juste que des souvenirs extrêmement précis de mon enfance et factuels remontaient, mais je ne savais pas ce que ça couvrait, enfin, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et du coup, ça m'a fait tilt, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait tilt, j'ai poussé la porte d'un hypnothérapeute à Grenoble pour comprendre, enfin, je ne savais pas ce que je cherchais, et dans les 2 minutes où il m'a allongé sur la table, on surgit avec la même précision, la même force, la même émotion, les souvenirs de viol que j'avais subis à l'âge de 5 ans. C'est-à-dire que dans cette scène qui a explosé à ma conscience comme une bombe atomique, je vois mon petit vélo blanc posé sur le mur, je vois la gourmette de mon agresseur, je vois ses sous-vêtements, et je hurle son surnom. Et ça s'est passé en 2 minutes. À partir de là, cette bombe à retardement, on va dire, m'a plongé dans un état de stress post-traumatique et occasionné une très très longue période de soins qui conduit à de nombreuses victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Alors maintenant, sur le volet judiciaire, malgré la prescription des faits, parce que quand des souvenirs de cette nature et de cette force ressurgissent, c'est comme si vous étiez violé une seconde fois. Donc les faits étaient prescrits, mais malgré cette prescription, mes faits étaient prescrits parce que moi, la loi qui s'appliquait à mon cas, c'était 10 ans après les faits, la commission des faits. J'aurais dû déposer plainte avant 1987, ce qui n'était pas possible puisque je me souvenais de rien. Donc j'ai quand même souhaité déposer plainte. Mon agresseur a été auditionné. Il a reconnu le moindre détail de mes souvenirs, sauf les faits en eux-mêmes. Il a menacé de déposer plainte contre moi, ce qu'il n'a pas fait par 2 fois. Et il a été auditionné une seconde fois parce que je demandais une confrontation, qu'il a refusé en tant que témoin, ce qu'il était autorisé à faire. Et donc l'affaire a été classée sans suite du fait de la prescription. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé un autre combat, grâce à mon avocat Jean Portevoix et un ami commun aussi qu'on a bien aimé qu'il soit là,
Jean-Marc Ducot, un excellent journaliste du Parisien. On a mené un combat jusqu'en cour de cassation, c'est-à-dire qu'on a déposé une deuxième plainte avec constitution de partie civile, qui a été aussi classée sans suite du fait de la prescription, et on a attaqué, entre guillemets, on a fait une requête contre la décision du juge de non informer pour espérer aller jusqu'en cour de cassation. Ce qu'on a fait, de telle sorte à ce que l'amnésie traumatique que j'avais subie soit considérée comme une sorte d'obstacle insurmontable qui m'avait empêché de déposer plainte plus tôt. Donc c'est ce qu'on a fait en décembre 2013. Parce que notre requête a été classée, rejetée en appel. On a été jusqu'en cour de cassation pour essayer de faire jouer. À l'époque, il n'y avait pas l'obstacle insurmontable, mais c'était une jurisprudence de l'abus de lien social qui fait que la prescription court à partir du moment où la victime, les faits sont révélés à la victime. Donc notre requête a été rejetée, mais on va dire que ma procédure a donné lieu à toute une série de réformes législatives qui, avec d'autres, il y a eu Flavie Flament, il y a eu, voilà, ont abouti cet été à l'allongement des délais de prescription de 20 à 30 ans après la majorité. Mais cette mesure, mise à part cette mesure, la loi sur les violences sexuelles et sexistes ne nous a pas donné satisfaction concernant cet aspect et aussi un autre aspect que j'aborderai plus tard, parce que nous considérons, avec la docteure Salmona, que l'amnésie traumatique doit être considérée comme un élément suspensif de la prescription. C'est-à-dire que si vous avez 48 ans et un jour, et que vous sortez de l'amnésie traumatique, c'est mort pour vous. Donc on considère que notre combat, c'est de considérer, maintenant que la notion d'obstacle insurmontable est inscrite dans la loi de février 2017, c'est de faire considérer l'amnésie traumatique sous réserve d'expertise comme un obstacle insurmontable qui suspendrait la prescription et qui permettrait donc aux victimes qui souhaitent déposer plainte de voir leur plainte instruite. Nous avons été reçus par les conseillers du Premier ministre, par les députés, par les conseillers de la garde des Sceaux. Nous avons fait un grand travail que je vous restitue un petit peu, avec des policiers, des magistrats, des juristes. Un grand travail de recherche. Et nous avons obtenu quand même 2 votes favorables de Sénat. Grâce à François-Noël Buffet, qui a déposé donc un amendement, dans le cadre d'une PPL, mais surtout dans le cadre du projet de loi, qui permettait au juge de pouvoir saisir un expert dans le cadre d'une victime touchée par l'amnésie traumatique et qui serait prescrit. À l'Assemblée, on a été également soutenu par l'UDI, la députée UDI Sophie Oconi, mais malheureusement en vain. Alors pourquoi on souhaite pourquoi ce combat pour introduire l'amnésie traumatique dans la loi? Déjà parce que, je vous l'ai rappelé, on considère que c'est un fait de société. C'est-à-dire que comme, selon les chiffres des estimations, on a 160 000 enfants victimes de viols et de tentatives de viol chaque année en France, 40 à 60% de victimes d'amnésie traumatique, ça veut dire que ça concerne des dizaines de milliers de personnes. Donc premièrement, c'est un fait de société. Parce qu'on considère aussi que c'est un phénomène, un mécanisme neurologique qui est au cœur même de l'impunité de la pédocriminalité. C'est-à-dire qu'un prédateur sait pertinemment, quand il s'en prend un enfant, que son cerveau va être disjoncté, qui va se taire, qui va être muselé pendant des années. Et par ce combat-là, on se dit, donc la reconnaissance de l'impact psychotraumatique des viols, on se dit que symboliquement, ce serait très important de pouvoir donner cette possibilité, en tout cas, avoir cette reconnaissance médicale et législative. Évidemment, nous nous battons pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Évidemment, nous connaissons les fortes oppositions et résistances à ce combat-là. Mais nous savons aussi que, en tout cas pour en avoir discuté avec plusieurs magistrats, que jouer sur le point de départ du délai de prescription rencontre moins d'opposition que la notion de l'imprescriptibilité. Donc nous continuons à avancer, nous ne désespérons pas. En ce qui concerne les victimes, pourquoi c'est important pour elles? Parce que les victimes d'amnésie traumatique suite à des violences sexuelles sont dans une grande situation de souffrance, d'isolement, d'incrédulité, parce que c'est un mécanisme qui est très difficile à gérer. Elles souvent ne se croient pas, elles se croient folles. Donc à travers ce combat-là, c'est aussi une question de reconnaissance. Et dans les victimes avec qui nous discutons au sein de notre association, cette notion de reconnaissance
est beaucoup plus importante que la notion de sanction. Donc il y a une notion de reconnaissance de ce mécanisme-là. Ces dernières années, en plus outre ma procédure, plusieurs victimes ont fait des démarches devant la Cour de cassation. Donc on se rapproche un petit peu enfin on espérait se rapprocher d'une jurisprudence positive, et on avait eu, mais on se disait que notre combat était facile, puisqu'avec Muriel Salmona, nous avions rencontré l'ex-DACG au moment de la mission Flavie Flamand, qui nous avait dit, mais avec l'obstacle insurmontable, c'est la voie ouverte, enfin, tout va bien, c'est facile. Mais non, c'est pas si facile que ça. Ce que nous craignions avant tout, c'était qu'un jour, la Cour de cassation émette une jurisprudence négative. C'est-à-dire qu'elle dise non, l'amnésie traumatique n'est pas un obstacle insurmontable. Ce qui est arrivé en octobre dernier. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le législateur, et dès le début, parce qu'on estime que c'est au législateur de clarifier ce point, étant donné que l'obstacle insurmontable fait partie de la loi, et non pas à la jurisprudence. À noter aussi qu'on s'est rapproché de cette situation en Cour de cassation avec l'affaire Cotterêts. C'est une mère qui a commis un octuple infanticide, et la prescription a été levée sur la notion d'obstacle insurmontable parce qu'on a considéré qu'elle avait caché sa grossesse. Sauf que la Cour de cassation a reconnu l'obstacle insurmontable sur les auteurs, mais les victimes sont discriminées. Les victimes de violences sexuelles sont discriminées. Et ça va à l'encontre en plus de principes européens, c'est-à-dire que les victimes d'amnésie traumatique suite à des violences sexuelles sont discriminées sur le principe d'un droit à l'enquête et d'un droit à l'accès à un tribunal. Donc nos arguments juridiques, je vous les donner. Alors évidemment, c'est une autre combat, c'est de proposer aux juges de saisir des experts pour reconnaître l'amnésie traumatique, mais évidemment, ça serait soumis à la libre appréciation des juges. Dans ce combat sur l'amnésie traumatique, je pense que c'est très important d'évacuer des idées reçues. Donc on va y aller. Alors, l'amnésie traumatique. On parle souvent des faux souvenirs induits par des thérapeutes. La fameuse notion des faux souvenirs. Eh bien, c'est faux. La majorité des études, et je m'appuie sur les travaux de Muriel Salmona, montrent que les victimes expliquent que la majorité des souvenirs ne ressurgissent pas en thérapie, mais ressurgissent dans un cadre majoritairement à la domicile ou dans un cadre familial. Et alors cette fameuse théorie des faux souvenirs, c'est ce qu'on appelle une théorie anti-victimaire qui a été invalidée scientifiquement, qui est partie des États-Unis avec ce qu'on appelle la False Memory Foundation, qui est une fondation qui a été créée par 2 parents accusés de pédocriminalité par leur fille, et qui ont ensuite lancé des recherches sur les faux souvenirs, et donc le principe de base était biaisé dès le départ, puisqu'ils voulaient se défendre vis-à-vis de leur fille. Troisième idée reçue, il existe un risque de fausses allégations, les fameuses fausses allégations. Alors, les études scientifiques montrent que si ce risque existe, il est très faible, et il ne représente que moins de 6% des plaintes pour violences sexuelles dans le monde, selon les études scientifiques. Quatrième idée reçue, avec le temps, les souvenirs sont moins fiables. C'est faux, et ça, Muriel vous l'expliquera mieux que moi. Les souvenirs d'une mémoire traumatique, ce sont des souvenirs qui ressurgissent comme une boîte noire. Ils apparaissent, ils sont inchangés, contrairement à une mémoire biographique qui peut être trouble ou peu fiable. J'ajoute, puisque j'imagine que certains se posent la question, qu'on va à nouveau évoquer la fameuse affaire d'Outreau. Outreau intervient en 2001, à une époque où la France, ça fait une dizaine d'années que la France commence à lever un petit peu le tabou sur la question de la pédocriminalité. Et Outreau, effectivement, ce sont 13 des 17 accusés qui sont acquittés. Mais Outreau, ce sont aussi 12 enfants victimes. Et ce sont 4 accusés qui ont été déclarés coupables. Et c'est très intéressant d'analyser. Il y a un documentaire très intéressant qui s'appelle Enfance volée, qui a été diffusé sur LCP récemment, avec une analyse très fine d'un magistrat qui s'appelle Michel Renaud. Et il explique l'impact terrible que Outreau a eu sur la parole de l'enfant. Et donc sur l'impunité quelque part de la pédocriminalité. Et il dit, ça a eu comme conséquence une sorte de tétanisation, une crainte permanente chez les jeunes magistrats de faire comme celui qui avait été cloué au pilori,
comme l'auteur de la plus grave erreur judiciaire du siècle. Donc finalement, dit-il, le résultat est un très grand nombre d'affaires classées sans suite, car c'est moins risqué que de renvoyer devant un tribunal et de se faire accuser d'avoir commis une erreur judiciaire. Mais dit-il, il n'y a pas plus d'enfants qui mentent, et il n'y a pas moins d'agressions sexuelles sur les mineurs. Qu'en est-il rapidement des victimes d'amnésie traumatique que Jean Alnouille appelle les voyageurs sans bagage. Nous avons recueilli énormément de témoignages d'hommes et de femmes qui nous permettent de dire, comme je vous l'ai un peu dit, mais qui ressortent de ces récits une grande souffrance, un grand sentiment, un très fort sentiment d'isolement, une étonnante, et ça c'est général, précision de leur mémoire, même 50 ans après les faits. On a par exemple un homme qui a récupéré des souvenirs 50 ans après avoir été violé par un prêtre, en étant en mesure de décrire le moindre détail de la scène de sodomie qu'il a subie, 50 ans après les faits. À la fois une aspiration et une peur de la justice. Je précise que dans notre association, quand on parle de la question de la procédure judiciaire, on n'est pas du tout dans un discours fallacieux, et les victimes savent très bien que c'est très compliqué de faire des procédures des années après, etc. Mais notre combat, c'est aussi que les victimes aient le choix, parce que les victimes, ce sont aussi des citoyens. Et cette question de la reconnaissance de l'amnésie traumatique, de la reconnaissance de leur souffrance, est centrale. Rapidement, que se passe-t-il ailleurs dans le monde sur cette question-là? Alors, le Canada et quelques États américains comme le Massachusetts ont déjà introduit l'impact psychotraumatique des viols comme un élément suspensif de la prescription. En Israël, les plus hautes instances judiciaires, enfin la Cour suprême israélienne, a déjà condamné 2 auteurs de faits pédocriminels révélés à la suite de résurgence d'une amnésie traumatique. Ça, ce sont les travaux de la chercheuse Béatrice Koskas-Williams. Évidemment, ces 2 affaires, qui ont abouti à une longue procédure judiciaire, ont été... la condamnation de ces hommes n'a pas été faite uniquement avec le récit de la victime d'amnésie traumatique, mais évidemment avec des indices graves et concordants qui venaient corroborer ces dires. Parce que notre combat, c'est pas de dire voilà, on reconnaît l'amnésie traumatique et tout va bien. C'est juste de lever la prescription et après, on revient dans une procédure normale avec toute la difficulté d'apporter des indices graves et concordants. Alors, on nous parle souvent de l'affaire des preuves qui disparaissent au fil des années. Précisons les choses, et vous savez tous, j'imagine, que dans les affaires de pédocriminalité, il y a rarement de preuves reines. Il n'y a pas de flagrant délit, il n'y a pas un prélèvement d'ADN juste après les faits, il n'y a pas de témoin. Donc on est constamment dans une affaire de parole contre parole. C'est facile? Oui, d'accord. Alors, quelle est la valeur d'un procès tardif? Comme je vous l'ai déjà dit, je me répète un petit peu, il y a vraiment... l'histoire a montré que les procès tardifs sont possibles, nécessaires, et surtout peuvent avoir une portée majeure. Et il apparaît aussi qu'ils permettent un réel apaisement pour les victimes et une reconnaissance des faits davantage qu'une sanction. Je me répète un peu. Des exemples concrets, par exemple, le procès de Régis de Camaret, l'ancien entraîneur